بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans le cadre de l'apprentissage à distance de la science de la vie et de la Terre, je présente cette séance de cours aux élèves de la troisième année parcours international BIOF. Cette séance vous permet, mes chers élèves, de répondre sur la dernière question abordée dans la séance précédente et qui est consacrée au réflexe médulaire. Quand vous saviez, mes chers élèves, que les muscles participent à la réalisation des mouvements volontaires et des mouvements involontaires. Donc, dans cette séance, on va traiter des problèmes qui sont en relation avec le système musculaire. Premièrement, on va voir comment fonctionnent les muscles squelettiques. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques qui permettent aux muscles de bouger le corps. Troisièmement, quelle est la structure externe et interne d'un muscle squelettique. Quatrièmement, comment peut-on préserver votre système musculaire contre certains dangers. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir ensemble le fonctionnement et les caractéristiques des muscles squelettiques. Commençons par le fonctionnement. On étudie le document suivant et cette animation qui illustre les organes qui participent dans les mouvements de l'avant-bras, par exemple. Pour comprendre, chers élèves, comment fonctionnent et comment participent ces organes dans le mouvement de notre corps, observez ce montage expérimental. Et puis, répondre aux questions suivantes. Que représente chaque composante de ce montage expérimental? Que se passe-t-il lorsqu'on comprime le ressort 1 et puis le ressort 2? Vous allez répondre sans doute que la barre 1 représente le radius et le cubitus. La barre 2 représente l'humérus. Le ressort 1 représente le triceps. Le ressort B représente le biceps. Mes chers élèves, lorsqu'on comprime le ressort 1, le ressort 2 se dilate et la barre 1 s'abaisse. C'est ce qu'on appelle l'extension. Par contre, lorsqu'on comprime le ressort 2, le ressort 1 se dilate et la barre se lève. C'est ce qu'on appelle la flexion. La flexion, c'est ce qu'on appelle harakat al-thani. L'extension, c'est ce qu'on appelle harakat al-bast. On déduit donc que le rôle de ces deux ressorts est de soulever ou abaisser la barre 1 lorsqu'ils sont comprimés. Pour savoir si vous avez compris, observez ce document et essayez de décrire le mécanisme de la flexion et de l'extension de l'avant-bras. Vous allez dire sans doute que lorsque le biceps se contracte, le triceps se décontracte et l'avant-bras se plie vers l'avant, c'est la flexion. Et lorsque le triceps se contracte, le biceps se décontracte, c'est ce qu'on appelle l'extension. Et alors, l'avant-bras s'étend vers le bas. Alors, on déduit que le biceps et le triceps, qui représentent des muscles squelettiques, ils sont antagonistes, ça veut dire muta'aridataini. Pourquoi? C'est pour faire tout simplement mouvoir les os
le radius et le cubitus. Pour récapituler, on va compléter ce paragraphe. Quels que soient les mouvements chez l'homme, ils se divisent en deux types. Très bien, mes chers élèves, mouvement de flexion et mouvement d'extension. Chaque type de mouvement est effectué dans notre corps par deux. Très bien, deux muscles squelettiques. Attention mes chers élèves, tout mouvement effectué par notre corps nécessite l'intervention de deux muscles squelettiques. Ces derniers sont bien sûr antagonistes, متعارضتين. Puisque les muscles squelettiques sont des organes moteurs, alors quelles sont les propriétés qui permettent aux muscles de faire mouvoir les os? Mes chers élèves, pour répondre à cette question, d'abord observez cette animation illustrant une expérience qui met en évidence les deux premières propriétés d'un muscle squelettique, puis répondre aux consignes suivantes. D'abord, décrivez le dispositif expérimental au début de l'expérience. Déterminez le résultat observé, النتيجة الملاحظة, de cette expérience. Que déduisez-vous de cette expérience? Pour la description, d'abord on suspend le muscle squelettique par l'un de ses tendons, ensuite on l'excite électriquement comme ça. Comme résultat observé, on constate que le muscle, d'une part, répond à l'excitation, c'est-à-dire d'autre part, le muscle diminue sa longueur et son ventre se gonfle. Par conclusion, les muscles squelettiques sont excitables, c'est-à-dire ils répondent et réagissent à l'excitation, c'est ce qu'on appelle l'excitabilité. Chers élèves, dans notre corps, l'influx nerveux moteur est l'excitateur des muscles squelettiques. On déduit aussi que les muscles sont contractibles. C'est la propriété de la contractibilité. Cette animation illustre une expérience qui met en évidence la troisième propriété d'un muscle squelettique. Au début de cette expérience, on suspend un muscle par l'un de ses tendons, puis on suspend un plateau à l'autre tendon. On place après des masses croissantes, comme ça. Le résultat observé de cette expérience est l'allongement du muscle qui retrouve sa longueur initiale lorsqu'on enlève la masse. Donc, on déduit que le muscle squelettique est élastique. Mais attention mes chers élèves, une fois qu'on place une masse qui dépasse un seuil donné, le muscle s'allonge au maximum, voilà, et devient incapable de retrouver sa longueur initiale lorsqu'on enlève la masse. Pourquoi, mes chers élèves? Car la structure de muscles squelettiques est détruite. C'est ce qu'on appelle la déchirure musculaire. Pour récapituler, un muscle squelettique est caractérisé par trois propriétés. Très bien mes chers élèves, la première c'est l'excitabilité. Après, très bien, c'est la contractibilité. Et vers la fin, on a l'élasticité. Chers élèves,
Puisque ces propriétés sont liées à la structure des muscles squelettiques, alors il est nécessaire qu'on découvre ensemble l'organisation structurale interne et externe d'un muscle squelettique. En commençant par l'organisation externe d'un muscle squelettique, les muscles squelettiques appartiennent au système musculaire squelettique qui renferme presque 600 muscles de forme et de taille variées, fusiformes, plates, annulaires, etc. Si on observe, mes chers élèves, une courbe transversale d'un muscle squelettique, on constate que le tissu musculaire contient plusieurs faisceaux. Chaque faisceau se forme par des fibres musculaires. On trouve aussi les fibres nerveuses motrices et les capillaires sanguins. Le tout est enveloppé par un tissu conjonctif. On déduit alors que chaque muscle squelettique est entouré d'un tissu conjonctif qui forme sa membrane externe. À l'intérieur, cette membrane se ramifie pour isoler les fibres musculaires sous forme des groupes dits faisceaux. Aussi, il ne faut pas oublier que le tissu musculaire contient des capillaires sanguins et des fibres nerveuses motrices. Pour l'observation microscopique d'un muscle squelettique, elle est expliquée par la vidéo suivante. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On n'en compte pas moins de 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées, les fibres musculaires. Ces fibres sont groupées en faisceaux. Chaque fibre possède plusieurs noyaux et des molécules qui forment des stries dans leur cytoplasme. Pour récapituler, mes chers élèves, 1. C'est un muscle strié. 2. C'est un faisceau. 3. C'est un tissu conjonctif. 4. C'est un capillaire sanguin. 5. C'est un noyau. 6. Ce sont des stries. Alors que 7. C'est un noyau. Et 8. C'est ce qu'on appelle la membrane sarcoplasmique, et qui est l'équivalent de la membrane cytoplasmique chez les cellules que vous connaissez, alors que le titre, il s'agit d'un schéma illustrant la structure d'un muscle squelettique. Donc, il faut retenir que chaque fibre musculaire représente une cellule musculaire avec plusieurs noyaux et des stries qui sont sombres et clairs. Mes chers élèves, les muscles se contractent et se décontractent lorsque les fibres musculaires sont excitées par l'influx nerveux moteur conduit par les fibres nerveuses motrices. Donc, l'étude de la relation entre les fibres nerveuses motrices et celles musculaires est indispensable pour comprendre ce mécanisme. Cette animation montre que la fibre nerveuse motrice se ramifie au niveau de l'arborisation terminale. Le bout de chaque ramification se forme d'un bouton au contact d'une fibre musculaire. Ce bouton donc est nommé une plaque motrice. Pourquoi motrice? Parce que au niveau de cette plaque, l'influx nerveuse motrice se décharge, je répète, voilà, se décharge pour exciter les fibres musculaires et comme ça, ces dernières, elles vont répondre par une contraction musculaire.
À l'occasion, mes chers élèves, vous allez étudier en détail la contraction musculaire au deuxième année baccalauréat, option SVT ou PC. Donc, il faut retenir que le bouton au contact fibre musculaire, fibre nerveuse est nommé plaque motrice. Au niveau de cette plaque se décharge l'influx moteur pour très bien exciter la fibre musculaire qui répond en se contractant. Mes chers élèves, la fibre musculaire égale la cellule musculaire qui représente l'unité structurale et fonctionnelle d'un muscle squelettique. Attention, mes chers élèves, il faut savoir qu'il y a une complémentarité takamul entre le système digestif, respiratoire, nerveux et musculaire. Pour comprendre cette complémentarité, il faut répondre à la question suivante. Quels sont les besoins d'une contraction musculaire? Vous allez répondre, mes chers élèves, sans doute comme suite. L'activité musculaire nécessite une consommation de dioxygène apporté par le système respiratoire et de glucose apporté par le système digestif. Pourquoi faire? C'est pour produire l'énergie nécessaire à une contraction musculaire qui fait l'objet de système musculaire. Et l'en résulte le CO2 rejeté par le système respiratoire et d'autres déchets. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. J'attends vos observations pour améliorer cette production pédagogique et bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala